On retrouve des répondants institutionnels dans une soixantaine d'organisations en Abitibi-Témiscamingue, donc au sein des organismes communautaires ou privés, dans le réseau de la santé, des services sociaux, dans le milieu scolaire, judiciaire, des services d'urgence ou de sécurité publique. La plupart du temps, il s'agit d'un chef d'équipe, un chef de service, un spécialiste en activité clinique. Le répondant institutionnel est la personne au sein de son organisation qui a été formée par Rabasca à l'appréciation des risques d'homicide en contexte conjugal. Donc, son rôle est d'informer son équipe de travail de l'existence du Rabasca, de les sensibiliser à connaître les principaux éléments de risque pour être en mesure de les identifier, de leur présenter aussi les outils qui sont utilisés pour apprécier ce genre de situation. Comme Rabasca est un service offert aux intervenants, le répondant offrira au sein de son organisation un premier soutien. Avec l'intervenant qui a identifié une possible situation à risque, donc il va valider si les inquiétudes sont basées sur des faits, s'il y a des informations qui sont manquantes. Ensemble, ils vont établir les premiers filets de sécurité. Ils discuteront des services qui pourraient être offerts, des partenaires qui pourraient être sollicités par eux, des organismes vers qui référer leurs clients. Donc, est-ce que la femme reçoit des services d'une maison d'hébergement? Est-ce qu'on a parlé à l'homme des services offerts pour l'aider? Donc, le premier portrait doit être dressé par l'organisme. C'est un des rôles du répondant avant d'interpeller Rabasca. Le répondant devrait avoir l'autorité pour autoriser la levée de la confidentialité et de ce fait bien comprendre le cadre régissant la levée de la confidentialité. Il devrait aussi avoir l'autorité nécessaire pour faciliter l'accès aux services de l'organisme où il travaille ou d'assouplir certaines procédures. Du moins, il devrait avoir un accès à son supérieur pour prendre ses décisions. Enfin, le répondant institutionnel pourrait être interpellé par Rabasca pour participer à une cellule de crise en raison de son expertise ou des services que son organisation pourrait offrir et aider à la mise en place des filets de sécurité. Je suis répondante depuis l'implantation de Rabasca en région en 2017. À l'époque, c'était mon gestionnaire qui m'avait inscrite à participer à Rabasca. C'était aussi un besoin de l'organisation d'avoir un programme pour aider à soutenir puis outiller les intervenantes qui avaient à intervenir auprès des situations à risque d'homicide. On n'avait pas grand outil, puis il y avait de plus en plus des situations. J'avais aussi un intérêt à être formée sur la problématique, puis mon rôle a changé au fil des années, mais je suis demeurée répondante institutionnelle parce que je trouve que c'est un programme super important qui peut sauver des vies. Puis également, ça répondait à mes besoins d'être soutenue dans un travail d'équipe, de concertation avec les différents partenaires. On a dans le fond un langage commun tous ensemble. Puis il y a aussi une très grande rapidité, je trouve, à avoir des réponses puis à être soutenue par les différents coordonnateurs qui sont de garde. Puis, dans le fond, ce qui est important, c'est de ne pas rester seul avec les situations puis pouvoir travailler en équipe dans des situations qui sont si importantes. Donc, souvent, les situations à risque sont source de stress chez les intervenants qui se sentent souvent démunis dans les interventions à poser. C'est bien évident qu'ils ne veulent pas vivre de drame dans leur dossier quand ils pourraient l'éviter. Fait que c'est sûr que mon rôle principal, c'est d'être la personne ressource pour les accompagner dans les différents niveaux d'intervention, que ce soit dans la stratégie d'intervention, dans la complétion d'outils ou dans l'aide à la gestion des émotions durant ces situations-là. Pour ce qui est de la stratégie d'intervention, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les intervenants vont se faire un film des situations puis ils n'iront pas poser les questions directement aux clients. Fait que c'est souvent une chose que je les amène à faire, c'est d'aller poser les questions clairement. Ensuite, c'est de rapidement sortir l'outil d'évaluation puis de voir un peu les éléments qui sont à évaluer pour être certaine qu'on a les informations où on en est dans la situation de risque. Aussi, je favorise la co-intervention parce que les intervenants ont parfois des malaises ou simplement pour se sentir moins seuls dans ces situations complexes. Pour ce qui est de la complétion de l'outil, c'est sûr qu'on a plus d'expérience en ayant vécu davantage de situations que les intervenants peuvent être confrontés sporadiquement. Donc, c'est sûr que d'avoir un point de chute avec un répondant qui a de l'expérience, ça l'aide à répondre aux critères davantage de façon précise. Ce qui est de la gestion des émotions des intervenants, ça va être autant pendant qu'après les interventions, d'être là, de supporter aussi par les collègues. Ça peut aider un sentiment d'être moins seul dans les situations complexes.
Puis, un deuxième rôle que le répondant a, c'est d'être alerte et de détecter les situations à risque, que ce soit quand on assigne des nouveaux dossiers, de donner une consigne à l'effet de rester vigilant sur cette problématique-là, ou alors dans le cadre des interventions là, des intervenants directement. Dans le feu de l'action, il peut y avoir des éléments qui deviennent à risque, puis de rester vigilant sur cet aspect-là. Le troisième élément qui est essentiel, c'est d'être la personne lien avec le coordonnateur, les répondants institutionnels et le lien dans les situations où on a besoin d'avoir un regard d'un expert. Donc, ils peuvent être source de grandes informations qui peuvent être aidantes ou alors pour tout simplement déclencher vraiment un plan d'intervention concerté. Les bonnes attitudes à adopter, je trouve, comme répondant, c'est d'être calme, de diriger l'intervenant dans ses interventions, puis d'être disponible pour que, quand il y a des situations qui peuvent changer à tout moment, d'être là pour évaluer avec l'intervenant le niveau de risque. Les connaissances aussi sont importantes pour suivre le répondant. C'est important d'être formé, puis d'aller chercher les mises à jour pour avoir les bonnes pratiques. Donc, pour ce qui est des rappels pour faire vivre Abasca dans les équipes de travail, outre le fait de le faire dans le cadre des supervisions individuelles ou dans les réunions d'équipe, c'est aussi de rendre disponibles les outils d'évaluation à la portée de main pour les avoir rapidement dans les situations d'urgence. Puis, nous, on a fait le choix de donner de la formation environ 2 heures par année. On choisit le même mois pour s'assurer qu'on n'oublie pas de le faire puis de garder Abasca vivant. Puis, c'est fait par les 2 répondants institutionnels pour déjà créer un lien avec l'intervenant, qui soit à l'aise de les interpeller dans les situations à risque. Notre plan, un peu de formation, ce qu'on fait, c'est qu'on présente la vidéo qui se trouve sur le site Internet. Ensuite, on présente également le PowerPoint qui est également sur le site Internet. On focus davantage sur l'outil d'évaluation, les stratégies d'intervention, puis aussi sur la levée de la confidentialité parce que ça préoccupe souvent les intervenants. J'ai aussi un rôle auprès de mes collègues gestionnaires qui sont répondants institutionnels. Je fais des rappels dans les réunions d'équipe sur l'importance de faire vivre Abasca. Je suis également disponible pour les soutenir dans les situations plus complexes et je leur partage également mon plan de formation là, pour les aider que ça soit plus facile à faire vivre le programme. Avoir une bonne connaissance des facteurs de risque, avoir une bonne connaissance de l'outil d'appréciation du risque, quand on donne des formations, l'outil d'appréciation du risque, avoir une bonne ou une très bonne connaissance de cet outil-là va vous aider à travailler en amont, puis travailler à prévenir l'apparition de d'autres facteurs de risque ou s'il y a vraiment des facteurs de risque qui sont déjà présents, à les déconstruire puis à retourner dans le temps, justement, à détricoter la situation. Je donne souvent l'exemple de l'objectivation parce que je trouve que c'en est un très bon quand l'auteur de violence objective la victime, puis qu'il la traite de nom, il parle d'elle. C'est même plus une personne lorsqu'il parle de la victime. Bien, c'est de l'inviter à revenir vers le caractère humain de cette personne-là. Quand tu me parles de ta conjointe, tu utilises ces mots-là. Est-ce que tu es d'accord qu'on l'appelle par son prénom? Mais de lui expliquer aussi à l'auteur de violence pourquoi qu'on fait ça. Parce que quand il objective sa conjointe, il s'éloigne du caractère humain de cette personne-là. Cette personne-là devient un objet. C'est pour ça qu'on parle d'objectivation. Et un objet, bien, on peut le détruire. Un objet, on peut le casser. Et c'est ça qu'on veut commencer à déconstruire rapidement dans le discours. Et ça, c'est des choses qu'on repère assez rapidement dans le discours d'un auteur de violence. Même jusqu'au fantasme homicide, c'est tous des facteurs qu'on est capable de déconstruire, qu'on est capable de... Mais il faut rester transparent, puis il faut rester très, très humble aussi avec l'auteur de violence, puis lui dire pourquoi on lui pose ces questions-là, puis pourquoi on faisait cette intervention-là. Lui parler des conséquences que ses paroles ou ses gestes peuvent avoir. C'est déjà un début pour désamorcer certaines situations. C'est souvent par la voix des femmes qu'on a accès aux signaux d'alarme et aux facteurs de risque importants qui mènent à des violences graves ou même mortelles. Lors de nos interventions avec elles, c'est important de les aider à détecter les risques auxquels elles font face parce que ça arrive que les victimes de violences conjugales ne soient pas totalement conscientes des violences qu'elles subissent ou encore de la gravité de cette violence-là. Contrairement aux croyances, les homicides conjugaux ne sont pas toujours précédés de violences physiques.
C'est pourquoi c'est nécessaire d'avoir une vision plus élargie de la violence conjugale, autant de ses différentes formes, mais de la façon aussi que ça se manifeste. Donc, c'est important de vérifier auprès de la victime, est-ce qu'elle a peur pour sa sécurité? Est-ce qu'elle a peur d'être agressée? Est-ce qu'elle a peur de mourir? C'est important aussi de vérifier est-ce qu'elle se fait surveiller, est-ce que son ex-conjoint suit ses déplacements, par exemple, est-ce qu'il exerce un contrôle sur elle, sur ses fréquentations. Puis si oui, bien, ça se traduit comment tout ça, ce contrôle-là? Est-ce qu'il y a des comportements harcelants envers elle? Est-ce qu'il l'appelle plusieurs fois par jour? Il passe à son travail ou à l'école, ou il se stationne là, devant son domicile et il l'observe? Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce que sa jalousie est obsessive? Est-ce que c'est quelqu'un qui est possessif? Est-ce que la femme identifie aussi qu'elle est face à une escalade de la fréquence et de la sévérité de la violence à son endroit, ou bien celle d'un membre de sa famille? Ça peut être par exemple ses enfants, puis même un animal de compagnie. Donc c'est des choses qui sont importantes à vérifier. Est-ce qu'elle a reçu des menaces de mort, des menaces de blessures graves aussi envers elle ou même envers ses enfants? Donc, c'est des questions qu'on peut adresser aux femmes, même c'est très important de les adresser. C'est aussi très important d'être attentif aux facteurs précipitants. Donc, est-ce qu'il y a une perte d'emprise chez son partenaire ou chez son ancien partenaire? Est-ce qu'on est face à une séparation qui est imminente, une séparation qui est récente? Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Est-ce que monsieur vit des pertes significatives? Il vient de perdre la garde de son enfant, par exemple, perdre son emploi, ou il vient de perdre son véhicule. Si on est en contexte de violence conjugale post-séparation, est-ce que la femme a un nouveau partenaire dans sa vie? Donc, c'est des choses qu'on peut vérifier. Est-ce qu'elle observe des changements soudains dans les comportements de son conjoint ou de son ancien conjoint? Donc, est-ce qu'il fait des menaces de suicide? Si oui, ça se traduit de quelle façon? J'ai parlé plutôt de la peur des femmes qui est important de prendre en compte, mais je dirais que l'absence de peur doit l'être aussi. Si, en tant que professionnel, vous avez des craintes pour elle, mais que de son côté, elle n'en a pas, on vous suggère tout de même de poursuivre l'appréciation du risque que vous êtes en train de faire. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez aller chercher du soutien d'une ressource spécialisée, comme les maisons d'hébergement, comme les CAVAC, par exemple, qui peuvent vous soutenir dans l'évaluation ou même vous accompagner pour la faire si la femme y consent. Chaque personne peut faire la différence dans la vie d'une femme. Chaque petit geste peut compter. Être attentif à ces signes-là, ça peut aider une femme à les reconnaître et ça peut sauver des vies.